Joël Denis, Altia et Catherine, bonsoir. 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 Alors, la crise des passeports se poursuit de plus belle au pays. Il y a des centaines de voyageurs qui ont dû camper à l'extérieur des bureaux de Passeport Canada dans l'espoir d'obtenir leurs documents de voyage. Plusieurs, on le sait, se sont retrouvés bredouilles, même s'ils ont fait la file pendant toute la nuit, et même des fois plus longtemps que ça. L'opposition à Ottawa dénonce la gestion de cette crise par le gouvernement Trudeau. Joël Denis, je vais commencer avec vous. Plusieurs joueurs de l'industrie touristique, notamment, disent que cette crise, elle était prévisible. À quel point c'est embarrassant ce qui se passe en ce moment pour le gouvernement Trudeau? En fait, c'est très embarrassant. C'est presque un œil au beurre noir. Et vous savez, la livraison d'un passeport, c'est un service essentiel que doit offrir un gouvernement à ses citoyens. Et ce qu'on a pu comprendre aussi au cours des dernières heures, c'est que le gouvernement Trudeau avait volontairement réduit le nombre de passeports qui étaient émis pendant la pandémie, justement pour dissuader les gens de voyager. Donc, il fallait prévoir un jour que les gens allaient demander des passeports avec la réouverture des frontières. Et visiblement, il n'y a pas eu assez de fonctionnaires ou d'employés pour suffire à la demande. Et on se retrouve aujourd'hui avec une crise qui est véritablement très embarrassant pour le gouvernement de Justin Trudeau. Oui, en plein début de l'été comme ça, c'est pas évident pour pas mal de voyageurs. Je poursuis avec l'inflation qui atteint des records au pays, 7,7 C'est la plus forte augmentation annuelle enregistrée au Canada depuis 1983, donc depuis près de 40 ans. Aux États-Unis, le président Biden a décidé d'octroyer une pause de taxe sur l'essence aux consommateurs. Le gouvernement Trudeau, on le sait, refuse de limiter. Catherine, est-ce que la ministre des Finances, Chrystia Freeland, finalement n'aura pas le choix d'aider davantage les Canadiens à lutter contre l'inflation à l'approche des vacances comme ça? Eh bien, si vous me demandez si le gouvernement canadien va suivre l'exemple de Joe Biden, la réponse est non. Ça a été très je sais que le ministre Jonathan Wilkinson l'a dit. Et la raison est bien simple. C'est parce que ça coûte très, très cher au coffre de l'État. On a vu quelques provinces couper les taxes sur l'essence, par exemple. Et à chaque fois, ça coûte des millions et des millions de dollars. J'avais fait le calcul avec un économiste, à savoir, si on coupait toutes les taxes fédérales pour l'essence, j'inclus là-dedans la TPS, la taxe sur l'essence, mais aussi le prix fédéral sur le carbone. Là, on parle d'environ 30 sous le litre. Si on coupait ça à l'ensemble du pays, là, ça coûterait environ 1 milliard de dollars par mois, Esther. Donc, c'est énorme et c'est la raison pourquoi je pense que le gouvernement fédéral ne suivra pas cette voie-là. Pour le reste, eh bien, on se fie finalement sur ce fameux discours de Chrystia Freeland la semaine dernière dans lequel elle a réitéré les promesses du gouvernement libéral pour combattre l'inflation. Oui, vous nous aviez parlé alors d'opération de relations publiques. Autre nouvelle importante cette semaine, on a appris que durant la commission d'enquête sur le massacre perpétré à Portapique en Nouvelle-Écosse, que la commissaire de la GRC, Brenda Luckie, aurait pressé des officiers à divulguer le type d'arme à feu qui avait été utilisée lors de cette fusillade, et ça pour faire avancer la législation du gouvernement libéral sur le contrôle des armes à feu. Le ministre Bill Blair a nié qu'il y avait eu de l'ingérence politique de son gouvernement. Mais Altia, à quel point cette affaire, c'est sérieux pour le gouvernement libéral? C'est très sérieux parce que les accusations qu'ils ont essayé de s'ingérer dans une enquête indépendante de la GRC pour, en fait, des raisons partisanes. C'est pas mal, presque aussi sérieux que ça pourrait être. Malheureusement pour les conservateurs qui ont vraiment pressé l'affaire cette semaine dans la Chambre des communes, il manque de temps pour vraiment avoir un débat d'urgence ou vraiment se rentrer dans le sujet. Par contre, ça ne me surprendrait pas du tout qu'il y a des comités, peut-être même plus qu'un, qui vont siéger cet été pour regarder l'affaire. C'est très, très sérieux. Oui, Joël Denis, juste pour conclure là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, la police est censée fonctionner de façon indépendante, surtout lorsqu'il y a une enquête aussi importante que celle à Portapique. Et ça met encore en lumière peut-être l'ingérence politique dans les dossiers judiciaires. Rappelez-vous de l'affaire SNC-Lavalin. C'était également une ingérence du politique dans une affaire judiciaire. Et ça a donné quoi? Ça a mené à une crise politique assez importante et la démission de 2 ministres. Donc, n'écartez pas qu'il y ait des retombées politiques assez importantes à la suite de ces révélations.
Un autre sujet qui a fait couler beaucoup d'encre cette semaine, en cette dernière semaine de travaux, je devrais dire, c'est Hockey Canada, qui, comme on le sait, est éclaboussé par des allégations de viol collectif. La ministre Pascale Saint-Onge a finalement suspendu le financement de Hockey Canada. Catherine, qu'est-ce que vous pensez de la gestion de cette affaire par la nouvelle ministre responsable, Pascale Saint-Onge? Est-ce qu'on peut dire finalement que c'est son premier vrai test? Je pense que oui, et je pense que, bon, dans cette... avec ce premier vrai test, en fait, elle montre qu'elle est capable, finalement, d'adopter le bon ton, un ton qui était sobre. Écoutez, elle était en comité cette semaine. Elle a répondu aux questions de l'opposition avec professionnalisme, voilà, avec calme. Vraiment, je l'ai trouvée très, très bonne, en fait. Et écoutez, je pense que le but de la ministre dans cette affaire-là, c'était de ne pas faire les manchettes. Et elle a réussi, vraiment, on s'est concentré sur le problème et elle a répondu aux questions du mieux qu'elle pouvait. Et ultimement, c'était la chose à faire de suspendre le financement d'Hockey Canada, même si, encore une fois, ça fait quand même plusieurs années de tout ça, mais c'était la bonne chose à faire. Et on voit que Mme Saint-Onge, comme ministre, finalement, ne tombe pas dans la même catégorie que ses autres collègues, finalement, qui font les manchettes, là, à peu près à tous les jours et qui embarrasse le gouvernement. Oui, c'est un premier cas de gestion de crise pour elle. Maintenant, sur le bilan de cette session parlementaire, le projet de loi C11 sur la radiodiffusion a finalement été adopté cette semaine. Il y a d'autres projets de loi qui étaient attendus depuis longtemps, comme la réforme de la loi sur les langues officielles, qui vont être de retour à l'automne. Mais par-dessus tout, c'est une session qui a été marquée, il faut le dire, par l'entente entre le NPD et les libéraux. Althia, quel bilan vous faites de cette alliance entre les libéraux et les néo-démocrates? Est-ce que vous diriez que les deux partis y ont trouvé leur compte? Oui, je pense que les deux sont très contents de la manière que ça s'est arrangé. Je dirais même que peut-être les nouveaux démocrates nous ont un petit peu surpris par... leur désir de voir que même dans les comités, ils votent avec le gouvernement, alors contre les autres partis d'opposition, même pour des choses que franchement, on s'attendrait qu'ils votent avec l'opposition. Je pense aux documents, disons, au comité qui regardait les documents de la Chine. Là, si on se rappelle de l'enquête au Manitoba avec le congédiement de 2 scientifiques. Mm-hmm. Que les nouveaux démocrates avaient supporté au dernier Parlement, mais cette fois-ci, ils ont voté avec le gouvernement. Alors, c'est des petites choses comme ça qu'on dirait que le NPD semble peut-être même un peu enthousiaste de voter avec, je dirais, le leadership du parti du NPD. Semble vraiment vouloir pas causer de bosse, s'assurer que l'entente fonctionne d'une manière des fois peut-être un petit peu surprenante. Oui, ça c'est une nuance qui est importante en effet, Althia. Catherine, je le disais, il y a plusieurs projets de loi qui n'ont pas été adoptés. Quel bilan vous faites du travail du gouvernement pendant cette session parlementaire? Finalement, que c'est tout de même assez difficile qu'on reste quand même dans un gouvernement minoritaire et somme toute, je crois que le bilan législatif du gouvernement jusqu'à présent, parce que ça continue d'évoluer, eh bien, il est assez mince. Encore une fois, pour un gouvernement qui nous a plongé en élection l'automne dernier en nous disant qu'il était urgent d'adopter toutes sortes de réformes, qu'il fallait faire fonctionner le Parlement. Je crois pas que c'est un succès, ce qu'on a vu là vraiment certainement depuis ce temps-là dans la dernière session. On a adopté les mesures budgétaires de peine et de misère. Des projets de loi importants, en fait, se retrouvent là à être débattus cet automne. Alors vraiment, je pense que du côté des réalisations, là, je voyais le leader du gouvernement, Mark Holland, cette semaine, se vanter des réalisations du gouvernement. Franchement, je pense pas que c'est approprié. Je pense que plutôt on peut parler. Non, c'est pas tellement un succès. Là, voilà. Un bilan qui est mince. Joël Denis, on va terminer avec l'opposition officielle. Les conservateurs qui sont en pleine course au leadership. Les tensions, on le sait, sont vives au sein du parti en ce moment. Et c'est la chef par intérim, Candice Bergen, qui dirigeait les troupes cette session-ci. Qu'est-ce que vous avez pensé du travail de l'opposition officielle? Ça a été un travail honnête, compte tenu qu'il y a une course au leadership qui divise quand même les rangs du Parti conservateur, vous l'avez mentionné. Il y a eu quelques sujets qui ont été mis de l'avant, qui, je pense, revient dans les chaumières du pays, c'est-à-dire le coût de la vie, l'inflation, et aussi, comme Althia l'a mentionné récemment, la controverse entourant ce qui se passe en Nouvelle-Écosse avec l'enquête sur
la tuerie de Portapique. Donc, le Parti conservateur, je pense, tire un peu son épingle du jeu. C'est pas un grand succès parce qu'on voit pas que ça bouge dans les intentions de vote, mais je vous dirais, Esther, surveillez ceci. En septembre, il y aura un nouveau chef. La dynamique sera totalement différente. On peut s'attendre à ce qu'il y ait encore plus d'agressivité à la Chambre des communes avec l'arrivée potentielle, comme tout le monde le pense, de Pierre Poilievre à la tête du Parti conservateur. Donc, ça va changer véritablement la dynamique cet automne. Alors, comme vous dites, la suite au mois de septembre, à la reprise des travaux au Parlement, il va y avoir un nouveau chef pour les conservateurs, en effet. Joël Denis, Althia et Catherine, je veux vraiment, sincèrement vous remercier d'avoir partagé vos lumières avec nous de semaine en semaine pendant cette session parlementaire. Vous nous avez aidé à mieux comprendre l'actualité. Vraiment, merci beaucoup. Bon été à vous tous et toutes. Et je vous dis à la prochaine session. Merci beaucoup. Merci Esther. À la prochaine. Au revoir.